Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Pas facile d'explorer les milieux hostiles et secrets cachés sous la surface de l'eau. Froid, pression, absence d'air ou de lumière, les contraintes s'accumulent. Mais l'humain est têtu et explorer, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Alors dès l'Antiquité, il conçoit des modèles de combinaisons et de réservoirs d'air, ce qui donnera bien plus tard le scaphandre. Petit plongeon dans l'histoire et l'imaginaire des inventeurs de cette curieuse technologie. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Nous échangeons aujourd'hui avec Muriel Pessic du Musée du Scaphandre d'Espalion, juste avant sa conférence publique donnée au Muséum sur l'histoire du scaphandre. Nous entendrons également Célie Dubost, bénévole au Labo des Savoirs, qui nous racontera les différents types de scaphandres professionnels avec chacun leurs contraintes. Restez, vous verrez qu'il y a plein de types différents. Mais pour l'instant, place à l'interview. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Alors, Muriel Pessic, bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, chargée des relations extérieures du Musée du Scaphandre d'Espalion et responsable scientifique des collections. Alors, le Musée du Scaphandre Espalion, c'est dans l'Aveyron. L'Aveyron, c'est quand même un peu loin de la mer. Un musée du scaphandre, ça peut paraître un peu incongru. Pourquoi ce musée et pourquoi si loin de la mer ? Oui, Espalion est à au moins 200 km des côtes maritimes. C'est le lieu d'invention d'un scaphandre qui a fait date dans l'histoire de la plongée. C'est un scaphandre à détendeur qui avait la possibilité d'être autonome et qui a été inventé par un tandem de deux inventeurs aveyronnais. Ah, donc ils viennent de là, et c'est pour ça que le musée a été créé ici. Voilà, ils sont originaires d'Espalion. L'homme a toujours voulu explorer les océans. On n'a pas attendu Jules Verne pour le faire. Jules Verne, qui n'a pas exploré les océans, mais qui l'a raconté, parce que c'est un auteur de science-fiction qui est une figure un peu tutélaire dans le domaine de la plongée, notamment avec son superbe Capitaine Nemo. On va en reparler un peu plus tard dans l'interview. La plongée existait déjà bien avant ces histoires de Jules Verne. Comment on sait, à l'époque, quelles étaient les premières techniques pour aller explorer sous l'eau et voir ce qui n'était pas accessible à l'œil humain ? Effectivement, la mer était une ressource pour l'homme et aussi avec le développement du commerce, des routes maritimes et beaucoup de naufrages avec le développement du commerce. Et des équipes de plongeurs allaient tenter de récupérer les cargaisons au fond de la mer. Et on sait par les textes anciens que des plongeurs allaient d'abord en apnée, après avec des moyens assez rudimentaires, notamment des vessies, et pour des opérations militaires aussi. Mais il faut savoir que Aristote parle du premier dispositif pour aller sous la mer, qui consiste en un chaudron retourné. En fait, c'est comme un casque individuel finalement. Et il explique que si on le maintient bien perpendiculairement à la surface, il garde de l'air et cet air, en fait, est comprimé à mesure qu'on descend la cloche. Donc c'est un air tout à fait respirable et qui est le principe de base de la cloche à plongeur qu'utilisera en fait Alexandre le Grand. Il y a une légende, mais il y a toujours un peu de vérité derrière les légendes. Il serait descendu, non pas dans un caisson fermé, mais dans une cloche à plongeur. Comme l'avait décrit Aristote. Voilà. Donc dès l'Antiquité, on avait des systèmes pour aller sous l'eau et garder de l'air avec soi. Bien sûr, Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand, ce qui explique qu'il ait pu avoir eu l'idée. D'accord. Donc là, il y a cette espèce de méthode comme un casque de cosmonaute, mais avec un chaudron. Est-ce qu'il y a des méthodes aussi pour s'alourdir, pour aller plus profond ? Oui, alors ça ne pouvait marcher que si on avait des lestes, effectivement, pour maintenir la cloche en profondeur.
Et plus tard, ce système de cloche sera très utilisé pendant la Renaissance et jusqu'au 19e siècle même, mais il est lourd à mettre en œuvre. Et donc des systèmes alternatifs seront conçus, tout simplement par la cloche en réduction qui donnera un casque de plongée. Et puis un habit pour éviter que l'eau rentre dans le casque au moment où on penche la tête. Donc pour permettre une mobilité plus grande et plus de gestes dans l'eau. Donc au fur et à mesure, on est en train de construire ce qui ressemble à un scaphandre. Voilà. Et alors le scaphandre qui a été un standard de plongée, un instrument quasi universel autour de la planète au 19e siècle, mais jusqu'au milieu du 20e siècle a été le scaphandre à casque. On dit aussi le pied lourd. Donc ça reprend cette idée de casque individuel, mais avec une enveloppe complètement étanche qui protège le scaphandrier, qui est lesté et qui possède un système d'alimentation en air relié à la surface et une pompe foulante. Et ce casque a une petite valve, une soupape qui permet de faire partir l'air. C'est une soupape d'expiration, comme trop plein d'air, si vous voulez. Comme une cocotte minute, un peu ? Oui, voilà. Donc, en fait, ça règle la flottabilité et ça règle les besoins en air. Ça régule manuellement les besoins en air du plongeur. Donc, le plongeur est sous l'eau avec son scaphandre à casque par lequel de l'air rentre depuis le bateau pour qu'il puisse respirer, mais sort aussi pour qu'il puisse lui-même faire ses variations. Et puis il expire le gaz carbonique aussi. Ah oui, ça permet de ne pas s'étouffer tout simplement. Donc il a cet apport d'oxygène, mais il est forcément relié au bateau, c'est ça ? Voilà, il n'est pas encore autonome. Voilà. Et alors, quand est-ce qu'arrive le fameux scaphandre autonome où là, le plongeur peut se déplacer plus librement ? Alors c'est vraiment étonnant parce que cette aspiration à l'autonomie est très ancienne en fait, notamment au XVIIIe siècle. Et il faut savoir que l'histoire de la plongée est absolument prolifique. Beaucoup de conceptions n'ont pas été réalisées, mais d'autres si, mais c'était souvent des prototypes, des choses très intelligentes, simplement, et qui ont pu fonctionner tout à fait. Les matériaux qui permettaient par exemple une bonne étanchéité avec la caoutchouc vulcanisé n'étaient pas encore là. Et donc il y avait des problèmes de fonctionnement. C'était pas idéal, mais certains arrivaient à le faire. Alors, pour vous citer quelques noms, il y a par exemple au XVIIIe siècle Fréminet avec sa machine hydrostat ergatique qui imagine d'abord un réservoir à côté de lui qui lui donne de l'air, qu'il entraîne avec lui, et puis ensuite il se met un réservoir sur le dos. Et il fait des démonstrations dans la Seine, puis au Havre, etc. Ça, c'est en 1775, par là. Et puis, il y a un autre scaphandre en Prusse, de Klinger, qui est déjà avec un aume, mais aussi une cuirasse et un habit de cuir, avec des manches à mi-bras, des manches courtes, et une culotte aussi courte, qui faisait qu'une partie du corps était entouré de l'air à pression et l'autre était soumis à la pression ambiante. Et alors ça, c'était un différentiel qui limitait l'utilisation de ce procédé en fait parce que ça devenait, ça faisait des lésions, enfin des contusions si on descendait trop bas. Mais ce sont les prémices du scaphandre à casque. Celui avait 2 tuyaux en fait qui permettaient la ventilation, arrivée d'air, sortie d'air. Donc on ne manque pas d'idées, mais on essaye encore des trucs et il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien. Et alors après, vous m'avez cité l'apparition d'un appareil, je vais essayer de bien le prononcer, Rouquayrol Denayrouze en 1864. C'est quoi cet appareil si particulier ? Alors cet appareil a fait date parce que c'est le premier appareil qui va être industrialisé. Voilà, fabriqué en série, il y en aura à peu près 1500 qui auront été produits. Cet appareil consistait en un réservoir d'air comprimé surmonté d'une chambre de décompression avec ce qu'on appelle aujourd'hui un détendeur, c'est-à-dire un système permettant la détente de l'air en fonction de la profondeur, selon la pression ambiante.
Et alors, il fonctionnait comme un poumon artificiel, c'est-à-dire qu'à l'inspiration du plongeur, l'air était appelé dans la chambre de décompression, mis à la bonne pression grâce à une membrane souple qui répercute la pression ambiante et expiré par un bec de canard ensuite. Et c'est un système qu'on appelle à la demande. Et c'est vraiment le système qui sera repris par le commandant Cousteau 80 ans plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le système qui est la base du scaphandre moderne, on peut dire ça ? Absolument. Cet appareil Rouquayrol-de-Nérouze pouvait être utilisé soit en narguilé relié à une pompe, soit en autonomie, il y a un brevet de juin 1864 qui justement fait l'apologie de l'autonomie, la liberté, être libre de tout mouvement sous l'eau. Et on sent que c'est une conquête. C'est un système révolutionnaire parce qu'il est extrêmement simple et c'est sa simplicité qui a fait sa postérité. D'autres systèmes à détendeur ont existé, soit en narguilé, soit non, mais ils étaient beaucoup plus compliqués à reproduire de manière industrielle. Et celui-ci est arrivé à une formule extrêmement limpide et il était utilisé au départ pour des sauvetages, par exemple, et ça constituait une alternative au scaphandre pieds lourds qui avait besoin d'une bonne demi-heure pour le harnacher avec toute une équipe, tandis que ce qui était vanté dans le cas de cet appareil, c'était sa possibilité d'être rapidement mis en place, peut-être. J'allais dire chaussé, oui, il pouvait enfilé, être enfilé, voilà, il pouvait le revêtir, enfin... Si, on pouvait l'enfiler, c'est ça, voilà. On pouvait mettre ce scaphandre assez vite. Voilà, il pouvait être équipé de manière très rapide et sauter à l'eau sans grande préparation. Et c'est ça qui faisait sa force au début, mais les besoins du marché ont appelé la production de toutes sortes d'accessoires, notamment une combinaison de plongée, qui faisait qu'il emportait quand même plus d'air avec lui, donc il avait besoin d'être lesté, et ça alourdit le système, et ça l'a fait, finalement, dans les reproductions, on a l'impression que c'est un pied lourd. Mais il a toujours ce système d'alimentation buccale, qui est différent du casque de plongée où on respire par le nez ou par la bouche. C'était vraiment à l'origine beaucoup plus léger et beaucoup plus facile. C'est juste qu'on a rajouté plein de choses autour, quoi. Voilà. J'ai bien dit que ce système pouvait être utilisé soit en narguilé, soit en autonomie. Oui. Mais la réalité des besoins des travaux hydrauliques de l'époque, où pêche aux éponges, aux huîtres perlières, au corail, mais surtout les travaux en Occident, les travaux hydrauliques dans les ports, les constructions d'ouvrages d'art, etc., nécessitaient des heures de travaux sous l'eau et l'autonomie ne suffisait pas. Elle n'était même pas souhaitée par les travailleurs qui préféraient de beaucoup être reliés avec un ombilic à la surface. Donc en fait, il est presque arrivé trop tôt, ce modèle. Absolument. Il était avant-coureur. Trop précurseur à un moment où en fait on avait encore besoin d'être, pas forcément autonome, mais d'être sûr d'avoir de l'oxygène et de faire des travaux longue durée. Oui, et notamment c'est la technique de compression des gaz qui n'était pas encore très avancée. Rouquayrol-de-Nérouze pouvait comprimer les appareils, soit par une pompe, soit même par un compresseur électrique, jusqu'à 40 bars. À la fin du siècle, un inventeur comme Boutan, qui met au point à partir du scaphandre pied lourd un scaphandre autonome à recycleur, bénéficie d'une compression à 200 bars. Et il utilise un ancien obus qu'il coupe comme contenant, donc on sent que c'était très épais là déjà.
when I really don't wanna feel things? How can my love have no ceiling when I'm down on the floor? How can I think of tomorrow, today when I'm trying to borrow emotions that I wanna swallow from truths I can't ignore? Baby, you hit like a come down. I feel like I gotta run now. Really ain't having much fun now. I wish you wanted more, 'cause I wanna give you the ocean. Down on my knees, show devotion. I know I'm foolish for hoping there's still an open door. Love like mine, you don't know a love like mine. Love like mine, you don't know a love like mine. My love is patient, my love is kind, my love is pure like mystic divine. My love is your love laid on the line. I could be your love if you'd be mine. My love is branded, labeled a fool. My love won't bend or break any rules. My love is honest, my love is true. I'm keeping my love, save it for you. Love like mine. No, 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 you don't know a love like mine. No, you don't know a love like mine. No, you don't know a love like mine. My love is yours, laid on the line. I could be your love if you'd be mine. My love is branded, labeled the fool. My love won't bend or break any rules. My love is honest, my love is true. I'm keeping my love, save it for you. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Love Like Mine de Fika. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Muriel Pessic, chargée des relations extérieures au musée du scaphandre d'Espalion dans l'Aveyron. Retour à l'interview. Là, vous avez dit le mot-clé recycleur. Dans l'invention de Boutan, c'est quoi un recycleur ? Le recycleur est un système de recyclage de l'air, une boucle respiratoire, comme on dit, qui réutilise l'air respiré, qui contient encore beaucoup d'oxygène, puisque 15% seulement sont consommés dans une respiration, et fait passer l'air expiré par une cartouche épuratrice et réinjecte ce qu'il faut d'oxygène pour remplacer l'oxygène consommé. Donc ça permet de réutiliser l'air qu'on vient d'expirer, de remettre un peu d'oxygène dedans, plutôt que de reprendre directement de l'air neuf. Oui, c'est une grande économie d'autonomie. Mais c'est très particulier parce que on emploie souvent de l'oxygène pur qui est toxique au-delà de 6-7 mètres. Et donc, physiologiquement, le recycleur est un appareil beaucoup plus complexe qui peut donner des accidents de plongée. Donc c'est une nouvelle technologie qui permet d'économiser de l'air, mais qui est plus dangereuse à utiliser. Beaucoup plus délicate et qui demande un grand entretien aussi de la cartouche de chaux sodée, par exemple, qui épure le mélange. La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Aujourd'hui, le scaphandre n'est pas uniquement l'apanage des explorateurs des mondes sous-marins, il est en réalité adapté à de nombreuses situations et milieux. Célie, tu as enfilé ton casque et ta combinaison et tu nous emmènes faire un petit tour des différents scaphandres professionnels, c'est bien ça ? Tout à fait, Sophie, parce que si c'est vrai que les scaphandres sont avant tout utilisés pour se protéger de l'eau, de la pression et de pouvoir respirer dans un milieu sous-marin, puisque nous ne sommes pas équipés de branchies, ils ont été déclinés pour d'autres milieux et d'autres utilisations. Il existe des scaphandres dédiés à l'exploration spatiale. On les appelle plus couramment les combinaisons spatiales. Elles sont conçues pour fournir de l'oxygène, évacuer le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, ainsi qu'à maintenir une certaine température et permettre la mobilité de l'astronome à l'intérieur et l'extérieur des véhicules spatiaux. Les combinaisons spatiales peuvent également être équipées de systèmes de communication et même de systèmes permettant aux occupants d'absorber des liquides.
Mais le plus important reste la protection contre les rayons cosmiques, le principal risque pour les astronautes. On fait la différence entre les combinaisons intravéhiculaires et extravéhiculaires, et elles pèsent entre 10 et 120 kg en fonction de leur autonomie, leur usage, leur âge, etc. Mais si on étend un peu la définition du mot scaphandre et qu'on creuse un peu plus loin vers les combinaisons, il y en a aussi de plusieurs types. C'est parti pour un petit inventaire. Alors, les combinaisons chimiques, qui sont des combinaisons conçues pour protéger contre les produits chimiques dangereux. Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants et elles peuvent inclure des éléments tels que des gants, des bottes, une combinaison intégrale, une capuche, des protections pour les yeux, etc. Ensuite, il y a les combinaisons de protection contre les particules, les combinaisons utilisées dans les environnements où des particules solides telles que la poussière, les fibres, les particules biologiques peuvent constituer un danger pour la santé. Là aussi, combinaison intégrale, capuche, gants, masque respiratoire. Ensuite, on trouve les combinaisons ignifuges, donc des combinaisons résistantes au feu, qui sont utilisées dans des environnements où il y a un risque d'incendie ou d'explosion, comme l'industrie pétrolière ou gazière. Encore, gants, bottes, intégralité de la protection. Toute la combi. Ouais. Exactement, de la tête aux pieds. Les combinaisons de protection contre les radiations, dans des environnements où il y a une exposition aux radiations ionisantes, comme l'industrie nucléaire ou médicale, par exemple. Ensuite, on a les combinaisons de protection contre les infections, dans des environnements médicaux, des laboratoires, pour protéger contre les infections transmissibles. Et je voulais terminer cette capsule sur les scaphandres en vous citant la famille des Scaphandridae, une famille de mollusques gastéropodes dont la coquille mesure de 6 à 7 cm de long et qu'on peut trouver sur nos côtes qui s'enfouissent dans le sable. Ce qui nous ramène à la mer. Merci encore Célie pour cette chronique. Retour à l'interview avec Muriel Pessic. Donc on a fait un petit tour un peu de l'histoire de cette technologie du scaphandre en abordant que très peu de choses. Si vous êtes curieux, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à aller explorer vous-même cet historique qui est très intéressant. Nous sommes dans la ville de Nantes. La ville de Nantes, c'est la ville de Jules Verne. Et Jules Verne, on en a parlé un petit peu en début d'émission, il a un personnage fétiche, le capitaine Nemo, qui est une figure emblématique de la plongée. Alors pour écrire son personnage, Jules Verne a forcément passé en revue ce qui existait à son époque, s'est inspiré un petit peu de sources techniques, historiques de l'époque pour écrire cette espèce de technologie de plongée autonome et en profondeur. Quelles étaient les sources de Jules Verne? Qu'est-ce qui l'a inspiré? Est-ce qu'il s'est inspiré notamment du fameux scaphandre Rouquayrol de Nérouze dont on parlait tout à l'heure? Oui, absolument. C'est sa référence et d'ailleurs l'appareil est cité in extenso dans le texte. Et Jules Verne avait plusieurs modèles à sa disposition à l'époque qui étaient exposés justement dans ces années-là, en 1867, à l'exposition universelle de Paris. On pouvait les voir en fonction. Il y avait des démonstrations de scaphandres à la fois dans la Seine et puis une idée originale qui avait été celle des inventeurs Rouquayrol et de Nérouze et qui avait été pris en main par de Nérouze, qui était en fait le capitaine d'industrie. C'était une piscine de démonstration avec 2 étages. On pouvait regarder les plongées soit par des hublots, soit depuis la surface. Et il présentait son appareil qui, à l'époque, était vêtu d'une combinaison et d'un masque. En fait, le masque groin, on n'en a pas encore parlé, était la transition entre des lunettes qui n'étaient pas très ergonomiques, en fait, et le casque. C'était un essai pour avoir un accessoire qui restait léger, mais qui protégeait la vue, mais qui finalement était assez lourd et qui ne reposait pas sur un collet et sur les épaules, et donc qui faisait beaucoup travailler la nuque. Et les essais auprès de la Marine nationale dans différents ports ont pointé cette problématique. Et les inventeurs, pendant l'année de l'exposition universelle, ont mis au point un casque de plongée qui sera d'ailleurs différent des casques de plongée classiques, parce qu'il sera avec une fermeture, avec 3 boulons, 3 attaches, alors que le scaphandre classique en avait 12 en général. Est-ce qu'on peut imaginer que Jules Verne a été spectateur de ces plongées dans des aquariums pendant l'exposition universelle, qui prenait des notes pour son personnage? C'est très probable. On a des lettres qu'il écrit à son père pour dire qu'il emmène sa petite famille et son frère Paul à l'exposition universelle. Et ça l'a sûrement vraiment intéressé. Et l'appareil Rouquayrol de Nérouze a eu la médaille d'or concernant la classe des scaphandres à cette exposition. Et il a été
beaucoup... il a fait l'objet d'articles très élogieux dans la presse et dans les ouvrages de vulgarisation. Donc il a eu c'est vraiment son heure de gloire. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'exposition universelle, il n'était pas montré en autonomie. Mais Jules Verne a tout de suite vu le potentiel de cet appareil à travers son autonomie. Et en même temps, il a fait un vrai choix parce que parmi les scaphandres proposés en 1867 à Paris, il y avait un scaphandre autonome américain qui s'appelle McQueen et qui n'avait pas de détendeur. C'était un système de robinetterie manuel et un peu approximatif. Et lui, il a choisi vraiment Rouquayrol de Nérouze, finalement, par rapport à une réalité qui n'a pas tant fait exister l'autonomie. Jules Verne va tout miser par rapport à cet appareil sur l'autonomie qui va donner à Nemo. Parce que Nemo était épris d'indépendance, il voulait n'avoir plus rien à faire avec les sociétés terrestres, et il lui fallait vraiment un appareil qui lui permette de cheminer seul sous les mers et de s'affranchir de tout matériel qui serait terrestre. L'autonomie était une des fixettes, on va dire, du capitaine Nemo, mais il y avait un autre objectif, c'était celui de la profondeur. Est-ce que Jules Verne a poussé un petit peu aussi la technique de ces scaphandres dans son univers fictif pour qu'il puisse aller à une plus grande profondeur qu'il ne pouvait à l'époque ? Oui, Jules Verne a extrapolé les capacités d'autonomie de cet appareil en affirmant qu'il avait à peu près 10 heures d'autonomie, ce qui est énorme encore de nos jours, même pour des recycleurs. Et effectivement, Nemo est comme un seigneur des mers et c'est un explorateur et il souhaite pouvoir aller chasser comme aller visiter l'Atlantide ou emmener ses équipages dans les houillères sous-marines. Et donc, il y a un grand registre de circulation. Et notamment, on sent bien qu'il est attiré par les profondeurs. Et il y a un épisode où il va retrouver l'endroit de rupture du câble sous-marin qui a été posé en 1858 et pendant des années pour établir des liaisons entre l'Europe et les États-Unis, par exemple. Et Nemo y est, et Nemo est aussi sur les scènes englouties de Vigo, de la bataille de Vigo. Et donc, Nemo est la figure qui habite la mer et qui est en capacité de l'habiter en entier. Donc, il va encore plus profond avec son Nautilus, mais libre de tout mouvement, il peut se déplacer et il est l'homme le plus profond du 19e siècle. J'imagine que ça a dû faire naître plein de vocations, ce personnage un peu de fiction dans son scaphandre avec les magnifiques gravures de l'époque dans les ouvrages de Jules Verne. Ça devait être vraiment cette figure de plongeur que d'autres plongeurs ont voulu reproduire. Jules Verne se documentait de manière très précise, mais il a gardé une certaine liberté de conception aussi, et il fait des mélanges en fait. Et au moment où il choisit un scaphandre avec un aume de cuivre pour Nemo, Rouquayrol de Nérouze n'avait pas encore proposé un casque. Et je pense que pour son héros et sa noblesse, il ne pouvait pas imaginer qu'il porte ce masque qu'on a appelé sans doute à un moment donné ce masque qui a été l'objet d'un sorbiquet, je pense, qu'on appelle maintenant le casque groin, et qui fait penser à quelque chose de bestial, un profil bestial. Et donc, c'était pas possible, à mon avis, pour Nemo. Et de lui-même, il a été chercher un casque qu'il a sans doute... il y avait une typologie un peu variée. Il a 3 hublots, par exemple, et non pas 4, comme plus tard les casques de Rouquayrol de Nérouze. Mais il l'a fait aussi quand on regarde les illustrations de Alphonse de Neuville et Rioux. Il y a une certaine allure, en fait. Donc le casque est assez petit, c'est une boule, on se demande comment il a pu l'enfiler.
Mais on sent que Nemo en a fait un chevalier des mers. Et c'est un homme qui marche sur l'eau et qui est dans cette verticalité qui est importante à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Jules Verne a souhaité l'autonomie pour son héros, d'un appareil qui était précurseur, mais qui sera précurseur non pas pour marcher au fond des mers, mais dans le sens où il était autonome et il pouvait nager entre deux eaux. C'est cet aspect-là de l'invention qui sera repris par le commandant Cousteau, qui fera du plongeur un homme poisson. Là, on parle énormément des mers et des océans, et parce que c'est quand on pense aux scaphandres, c'est d'abord là où on les voit évoluer, mais en réalité, le scaphandre, c'est un transfert de technologie qui peut aller de tous les milieux hostiles, de la mine à l'océan, à l'espace. Alors, moi j'aimerais partir de la mine, puisque vous m'avez raconté que dans l'Aveyron, il y avait des mines et il y avait des coups de grisou. Absolument. Et ça me permet de présenter un petit peu mieux Rouquayrol et Denis Rouse. Donc, c'est deux inventeurs espalionnais. Benoît Rouquayrol était un ingénieur des mines qui travaillait aux houillères de Casseville. Et ces houillères, ces mines de charbon, sont très sujettes aux coups de grisou, effectivement, qui provoquaient des explosions et l'asphyxie du personnel, donc des mines. Et donc, déjà depuis les années 50, 1850, les responsables étaient à la recherche d'un système qui permettrait de mieux les secourir. Et il y avait un concours auquel a répondu Benoît Rouquayrol. Et donc c'est comme ça qu'il conçoit un appareil de sauvetage, un appareil respiratoire qui apporte de l'air frais, et pour qu'il ait plus d'autonomie, de capacité, il en a fait un réservoir d'air comprimé. Cet appareil a été breveté, mais il était d'emblée amphibie, c'est-à-dire qu'il était valable aussi dans l'eau. On pense aussi à l'espace. D'ailleurs, les astronautes d'aujourd'hui s'entraînent encore dans des piscines, ce qui est un très bon moyen de simuler l'absence de gravité, d'enfiler effectivement le scaphandre, la combinaison, le casque, puisqu'on n'a pas d'oxygène ni dans l'espace ni sous l'eau. Est-ce que les scaphandres spatiaux sont si différents des scaphandres marins, ou il y a une parenté? Alors je complète juste en disant qu'Auguste de Nérouze, lui, est le marin qui est venu trouver son camarade Benoît Rouquayrol pour lui proposer de convertir son appareil pour le milieu marin, et en imaginant tous les débouchés qu'il pourrait y avoir dans les ports français, européens et au-delà. Et ça a donné lieu à cette société Rouquayrol de Nérouze qui a vendu cet appareil vraiment dans plusieurs continents. Et pour répondre à votre question, les scaphandres ont un dénominateur commun, c'est de pouvoir apporter de l'air respirable aux scaphandriers qui pénètrent un milieu hostile. Et dans la plupart des milieux aussi une combinaison de protection pour le corps. Les scaphandres se différencient ensuite selon les milieux. Le milieu spatial est extrêmement hostile puisque il n'y a pas aucune pression, ou alors une micro-pression si c'est sur une planète, un tiers sur la Lune par exemple. Et il faut les protéger des radiations, des différences thermiques selon qu'on est au soleil ou qu'on est à l'ombre, avec des différences de plus 150 ou 200 degrés ou moins 250, 200 degrés. Et aussi les débris des météorites, les rayonnements solaires, etc. Donc ils demandent un habit extrêmement multicouche, assez sophistiqué. Sinon, les astronautes s'entraînent effectivement en piscine, où il y a des maquettes grandeur nature des vaisseaux, voilà, de la Station Spatiale Internationale, voilà, notamment l'ISS. Voilà, de la Station Spatiale Internationale, des cargos qui vont livrer les provisions aux astronautes de la Station Internationale. Les astronautes, effectivement, s'entraînent en piscine pour profiter de l'apesanteur ou de la micro-pesanteur qui reproduit des conditions
les conditions de la sortie véhiculaire et permettent de répéter les gestes techniques extrêmement précis des astronautes dans l'espace. Money not happening to me, it's happening for me. The cycle's never ending, that's why now I befriend it. What you leave at nighttime will come find you in the sunrise. Mornings matter to me, and even when it's miserable, thankful for the day to come. Oh, oh, oh. And even when it's miserable, thankful for the day to come. I think the morning matters. I think the morning matters. I think the morning matters to me, to me. After rest, I know what I need. Such a truth that only I see. I got those who knew and love me. Clarity is in my bedroom. Blessings greater than my problems. Bad mind people, I don't want them. Mornings matter to me. And even when it's miserable, thankful for the day to come. Oh, and even when it's miserable, thankful for the day. I think the morning matters. I think the morning, I think the morning matters to me, to me. C'était Morning Matters de Yasmine Lassay. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Avant de retrouver Muriel Pessic, chargée des relations extérieures au musée du scaphandre d'Espalion, petite escapade dans l'espace pour retrouver un autre type de scaphandre dont Célie a parlé tout à l'heure, la combinaison spatiale. Et la visite guidée est assurée par Thomas Pesquet, bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un module un peu particulier de la Station spatiale internationale. C'est notre sas de sortie extravéhiculaire, notre airlock, comme on l'appelle, en bon anglais dans le texte. On a toujours 2 scaphandres, on sort à 2 membres d'équipage en même temps. La raison, c'est que s'il y en avait un qui devait avoir un problème, l'autre est là pour l'aider. Alors, on a les scaphandres en position ici, c'est là qu'on va les enfiler. On voit bien que le torse
est en métal, il est assez rigide. On a sur la poitrine monté un véritable ordinateur de bord, hein, avec des touches et des contrôles, des boutons ici. On contrôle les communications, le système d'eau, le système électrique, la ventilation, la pressurisation. On a même un petit écran ici qui va nous donner des messages, hein, qui va nous informer de l'état des systèmes qui, eux, sont pour la plupart dans la partie sac à dos. C'est là que se trouve l'électronique et les équipements du scaphandre, qui est lui-même un véritable vaisseau spatial. Ensuite, les bras, les jambes sont plutôt en fait, avec des matériaux mous. Et évidemment, on vient compléter le système avec les gants qui sont la seule partie qui sont vraiment personnalisées. Chaque astronaute a les siens. Voilà, c'est comme ça que tout se prépare. On voit un des systèmes les plus importants, c'est aussi évidemment le casque. On a des caméras, on a un système d'éclairage qui nous permet de travailler pendant la nuit, pendant qu'on n'est pas éclairé par le soleil, pendant qu'on passe du côté non éclairé de la Terre. Et évidemment, si jamais on devait être exposé à une lumière trop violente, c'est là qu'on descend le fameux viseur en or, et ça se contrôle ici, de même que les lumières au niveau du casque. À l'intérieur du scaphandre, on a un système de refroidissement par eau qui nous permet de rester, nous, à une température correcte, et on porte ce vêtement en dessous. On voit bien les tubes d'eau en fait, qui parcourent tout le corps de l'astronaute pendant une sortie extravéhiculaire pour le protéger des excès de température, que ce soit en froid ou en chaud. Merci pour la visite, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi à bord de la station spatiale, et à bientôt pour d'autres découvertes. C'était un extrait d'une vidéo de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, datant de 2022, au deuxième séjour de l'astronaute français Thomas Pesquet dans l'ISS, la Station spatiale internationale. N'hésitez pas à aller la voir sur YouTube, cette vidéo est fantastique, avec les images, c'est toujours un peu mieux. Retour à l'interview, enregistrée un peu avant la conférence de Muriel Pessic au Muséum d'histoire naturelle de Nantes sur l'histoire du scaphandre. Alors, emportés par nos échanges, nous nous sommes trompés sur le prénom de l'astrophysicienne Nathalie Cabrol. Donc, quand vous entendrez Nicole Cabrol, il s'agit en réalité bien de Nathalie Cabrol. Pardon pour cette erreur. Le son des sciences au Labo des Savoirs. On a parlé de l'histoire, on a parlé de Jules Verne, on a parlé de plein de micro-technologies qui ont fait qu'aujourd'hui, le scaphandre est en fait dans plein d'environnements différents, et on sait tous à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, la technologie continue d'avancer, et les explorations, même si on a quand même exploré pas mal de choses, continuent également. Vous m'avez parlé, quand on a préparé cette émission, de Nicole Cabrol, qui est une astrobiologiste et une exploratrice des milieux extrêmes, qui a utilisé un recycleur dont on parlait tout à l'heure, donc cette petite technologie qu'on lit souvent au scaphandre, pour explorer un lac à plus de 2000 mètres d'altitude, je crois. Nicole Cabrol est une astrobiologiste qui recherche la vie dans l'espace, dans différentes planètes. Et pour les besoins de sa science, elle va aussi explorer des milieux extrêmes sur notre planète, sur le globe terrestre, pour savoir comment la vie a pu se frayer un chemin dans des conditions très hostiles. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est devenue une alpiniste hors pair, notamment dans la partie extrêmement haute du globe que sont les Andes. Et elle a plusieurs années de suite mis au point, avec l'aide de la NASA EMS, des expéditions pour aller prendre des échantillons dans un lac situé non pas à 2000 mètres, mais à 6000 mètres d'altitude, dans le volcan de Licancabour. C'est un lac qui n'est pas très profond, mais extrêmement haut. Donc, elle a, avec son équipe d'une, je crois, demi-douzaine de chercheurs, monté cette immense montagne jusqu'à 4500 mètres pour établir un camp. Et ensuite, chaque jour, il montait jusqu'à 6000 mètres d'altitude pour retrouver le lac, installer les équipements nécessaires à la plongée, notamment au repérage dans l'espace pour la prise des échantillons. Et ils ont plongé en recycleur à circuit fermé qui est assez compact et ventral.
Et c'est une technologie qui n'est valable, comme on l'a dit tout à l'heure, que jusqu'à 6-7 mètres, et ça correspondait à la profondeur de ce lac. Mais c'est une vraie prouesse physique que de plonger à une telle hauteur où la pression atmosphérique est pratiquement la moitié de celle qu'on connaît près de la mer. Donc c'est marrant parce qu'on parlait jusque-là de la pression sous la mer qui augmentait, et là c'est l'inverse, c'est en hauteur, donc la pression est bien moindre. La pression est bien moindre, donc toutes les tables de plongée sont recalculées pour ces altitudes, et ce qui fait que ça correspond à une plongée beaucoup plus profonde que la plongée de 6-7 mètres au niveau de la mer. Est-ce qu'il y a encore des records qu'on arrive à battre dans le domaine de la plongée, ou est-ce qu'on a déjà tout exploré et tout fait ? En ce qui concerne les profondeurs, je crois qu'on a atteint la limite ultime, en fait. Elle a été explorée par la COMEX, souvent en association avec la Marine nationale, pour étudier la physiologie hyperbare du plongeur. Alors, dans les années 70, on a atteint les 300 mètres, en 77. Et puis ensuite, la barre des 500 mètres, en 1988. Et puis, il fallait savoir quelle était la résistance du corps humain. Et l'extrême limite a été tentée en caisson, en fait. C'était pas en milieu, en pleine mer. Donc jusqu'à 700 mètres avec des mélanges gazeux, en utilisant comme gaz neutre non plus l'hélium qui provoquait des syndromes des hautes profondeurs, des syndromes nerveux des hautes profondeurs, mais avec de l'hydrogène, qui est un gaz très inflammable. Donc les manipulations sont très risquées, voilà. Et en fait, l'expérience a bien eu lieu, les 701 mètres ont été atteints, mais il a été bien observé que le plongeur ressentait un certain essoufflement, qu'il y avait des effets sur le système nerveux, de tremblement, de perte d'appétit, et finalement l'obstacle, c'est finalement la masse volumique du gaz qui devenait très lourde à respirer. Et la résistance des tissus, finalement, trouvait là une limite. Donc on ne peut pas dépasser, c'est un peu la limite sans doute, ultime. Voilà, pour l'instant, c'est une limite. Et maintenant, on a d'autres moyens d'intervention en profondeur avec les ROV très sophistiqués et de plus en plus puissants. Et donc, je pense qu'on n'essayera pas forcément d'aller plus loin. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le développement technologique du scaphandre, maintenant qu'il existe plein d'autres solutions à côté, a atteint sa limite ? Est-ce qu'on a le scaphandre ultime, on va dire, on n'ira pas plus loin, ou est-ce qu'il y a encore des choses à inventer ? On ne sait jamais ce que nous réservent les découvertes de la science. Ce qui est remarquable par rapport à toutes les connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui, c'est la combinaison de différents systèmes et des plans de plongée qui correspondent aux résultats souhaités. Alors il y a un exemple remarquable qui a été mise en œuvre récemment. C'est le biologiste Laurent Balesta qui a initié une expédition de 28 jours, un mois, en grande profondeur, avec les moyens de la plongée à saturation. C'est un moyen utilisé dans la plongée professionnelle pour les interventions en milieu offshore. Ça permet de comprimer les plongeurs à la pression de leur chantier de travail et de ne pas les décomprimer chaque jour parce que ce serait une décompression trop longue, mais de les faire remonter vivre en surface dans un caisson toujours à saturation, et ce pendant tout le temps de travail, et de faire une seule décompression à la fin, qui peut durer 1 semaine ou 15 jours selon le nombre d'heures travaillées sous la mer. Et donc,
l'objectif de Laurent Balesta et de son équipe, de ses conseillers, c'était d'allier la plongée à saturation avec une tourelle de plongée à l'autonomie du plongeur équipé de recycleurs, qui est une plongée beaucoup plus compliquée et aussi plus compliquée pour se prémunir du froid, parce qu'en grande profondeur, on est très vite refroidi, surtout si on respire de l'hélium qui est très conducteur du froid. Et ça lui a permis de rester beaucoup plus longtemps sous la mer et de faire des photos et d'observer la faune et la flore sous-marine comme on ne l'avait encore jamais fait. Donc c'était très osé et il a réussi avec succès. Donc on a encore de belles choses à faire avec les scaphandres et avec cette technologie dans le futur. Eh bien écoutez, merci encore à vous Muriel Pessic d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes historienne, chargée des relations extérieures du musée du scaphandre d'Espalion et responsable scientifique des collections. Si vous voulez aller au musée d'Espalion dans l'Aveyron, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur leur chaîne YouTube. Il y a une superbe vidéo qui s'appelle Le chant des scaphandres. Le chant des scaphandres, qui est super chouette, très belle et qui nous plonge un peu dans l'univers. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci encore. Merci Sophie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Muriel Pessic du musée du scaphandre d'Espalion. Merci aussi au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Merci enfin à Célie Dubost pour sa chronique. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.